Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sabrina Marnet-Letellier, nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Aujourd'hui, c'est le retour de la question Nutri du mardi et j'avais envie d'aborder cette question-là. Pourquoi est-il important de s'intéresser à son alimentation quand on a des troubles hormonaux, quand on est une femme et qu'on a des problèmes hormonaux, des troubles du cycle? Voilà la question à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui. Alors, plusieurs raisons à ça, et du coup plusieurs raisons aussi de vous faire accompagner par une naturopathe, une nutrithérapeute, une micronutritionniste ou un nutritionniste qui s'y connaît en hormones. La première chose, c'est déjà de savoir que votre corps ne produit rien à partir de rien. Il a besoin d'avoir on va dire des composants qui sont apportés par l'alimentation. Donc pour produire des hormones, eh bien, il faut déjà suffisamment de matière grasse, mais il faut aussi, entre autres choses, du fer. Le fer va être quelque chose de vraiment clé dans la stéroïdogénèse, autrement dit dans la production des hormones stéroïdes, donc la DHEA, les œstrogènes, la progestérone, etc. Une grosse carence en fer, ça peut gêner la production des hormones, et manque de matière grasse, eh bien c'est pareil, on a du mal à produire les hormones vu qu'il faut un peu de gras et du cholestérol pour en produire. Donc au passage, attention, si vous êtes sous médicaments qui font trop diminuer le cholestérol, vous pourriez avoir des problèmes au niveau hormonal parce que votre corps n'arrive plus à synthétiser ces hormones parce que il manque le précurseur, à savoir le cholestérol. Donc le cholestérol, non, ce n'est pas mauvais. En tout cas, tant qu'il n'est pas oxydé, il n'y a pas de souci. Deuxième raison, l'alimentation va aussi permettre, en fonction de l'équilibre, en fonction de ce que vous mangez, va permettre d'apporter un terrain pro ou anti-inflammatoire, pro ou antioxydant. Beaucoup de femmes qui ont un syndrome prémenstruel, qui ont aussi de l'endométriose, qui ont d'autres soucis, qui ont des règles abondantes, douloureuses, souvent il y a un problème d'inflammation, un terrain inflammatoire, qui ne se voit pas toujours sur les analyses. On va parler alors d'inflammation dite de bas grade, mais cette inflammation de bas grade, c'est un peu un bruit de fond qui est toujours là et qui augmente jusqu'au jour où on commence à voir sur ces analyses une CRP qui augmente, qui est trop élevée, et là souvent c'est vraiment le début, le déclencheur de maladies et de problèmes un peu plus graves. Donc, votre terrain pro ou anti-inflammatoire, pro ou antioxydant dépend, je dirais presque, pas à 100%, mais au moins à 80% de votre alimentation. Pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, il faut une alimentation qui soit riche en fruits, en légumes et en végétaux de manière générale. Il faut aussi une alimentation qui soit riche en oméga 3 et pauvre. En tout cas, il faut qu'il y ait un bon ratio entre oméga 3 et oméga 6 de type surtout acide arachidonique, qui est un acide gras qu'on va retrouver beaucoup dans les produits animaux, produits laitiers, viande rouge, mais aussi dans les huiles type huile de tournesol, huile de pépins de raisin et compagnie. Donc si vous cuisinez essentiellement avec ces huiles-là, que vous mangez peu de poissons gras, que vous mangez pas ou peu d'huile type huile de lin ou huile de colza ou cameline, vous avez probablement un déséquilibre au niveau de ces acides gras qui favorise l'inflammation. Pareil, si vous consommez moins de 600 à 700 grammes de végétaux, de fruits et de légumes surtout, eh bien vous aurez sûrement un manque d'antioxydants, et ça favorise le stress oxydant qui est là tous les jours. Quand on respire, on crée du stress oxydant. Le stress oxydant augmente avec la pollution, etc. Mais du coup, pour le combattre, eh bien, il faut des antioxydants. Troisième raison, quand on souffre notamment de SOPK, donc de syndrome des ovaires polykystiques, il y a
fréquemment aussi un problème au niveau de la glycémie. Et bien pour ces personnes-là, avoir, je dirais c'est important pour tout le monde, mais particulièrement pour ces personnes-là, avoir une alimentation qui est adaptée, qui est à index glycémique bas, donc il y a une alimentation avec un faible impact sur la glycémie, eh bien ça va aider en tout cas à baisser, on va dire à améliorer les problèmes aussi hormonaux qui sont liés. Et enfin, donc ce sera aussi important de savoir qu'il y a des aliments qui impactent l'imprégnation œstrogénique. Oui, donc il y a aussi des aliments qui viennent impacter l'imprégnation œstrogénique, c'est-à-dire qu'ils vont jouer soit un peu comme... ils vont jouer notamment sur les récepteurs aux œstrogènes pour en modifier la sensibilité. Donc parmi ces aliments, on va retrouver le soja, on va retrouver le lin, le houblon, mais aussi des plantes comme la sauge et d'autres encore. Donc là encore, quand on a certains excès d'hormones, quand on a certaines carences, eh bien on peut jouer un petit peu avec ces aliments-là pour justement moduler un petit peu sa propre sensibilité aux hormones, soit l'abaisser, soit l'augmenter. Or, ça ne changera pas la face du monde, mais ça va quand même venir jouer. Et inversement, par exemple, il y a des hommes qui consomment beaucoup de bière, qui contiennent du houblon, et bien le houblon a tendance à augmenter l'imprégnation œstrogénique. Et donc, messieurs, si vous êtes des gros buveurs de bière, attention, vous allez avoir tendance, je ne dirais pas vous transformer en femme, mais en tout cas avoir trop d'œstrogène, ce qui peut bien sûr impacter le corps, et notamment ça joue aussi sur le stockage de graisse au niveau du ventre. Voilà pour la petite anecdote. Donc c'est vraiment important, en tout cas ça fait partie du travail quand je reçois une femme qui vient me voir pour des problèmes hormonaux, pour des problèmes de fertilité, et bien de commencer par l'alimentation parce que c'est vraiment la base. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller appliquer une alimentation qui va correspondre à un modèle à la mode, mais c'est vraiment de voir par rapport aux problèmes, par rapport au déséquilibre actuel, quelle est l'alimentation qui va être optimale. Quand je parlais aussi d'alimentation anti-inflammatoire, eh bien, il y a des règles générales. Oui, mettre plus d'oméga 3, moins d'oméga 6, plus de fruits et légumes, moins de sucre, moins de gluten, j'ai oublié ces deux-là. Mais il peut y avoir aussi une alimentation qui va être vraiment individualisée. Si une femme a des hypersensibilités alimentaires, eh bien, elle peut consommer des aliments au quotidien qui sont a priori sains sur le papier, mais qui pour elle vont être source d'inflammation. C'était le cas chez moi, alors oui, j'avais le gluten, mais j'avais aussi les amandes, j'avais aussi le soja, et j'avais un peu les œufs. Donc, tant que je mangeais ces aliments, en tout cas, mon corps n'allait pas bien. Clairement, je l'ai senti, j'ai senti l'avant-après, et je peux vous dire que c'était pas dans ma tête, parce que je me serais bien passée d'enlever tous ces aliments de mon alimentation. Donc voilà, ça aussi, ça peut être pertinent à regarder, et en tout cas, les études montrent que chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose et de SOPK, le fait de faire des tests d'hypersensibilité pour pouvoir adapter l'alimentation et enlever ces aliments pro-inflammatoires, eh bien, permet d'améliorer les symptômes et la fertilité dans au moins 60% des cas. C'est quand même pas rien, hein, ça mérite de s'y intéresser avant de prendre des pilules, des choses comme ça, qui bien sûr vont venir impacter, peut-être de manière plus marquée, mais je dirais presque à quel prix. Et surtout le problème, c'est que ça ne joue pas sur le fond du problème. Quand vous avez une endométriose, c'est pas la faute à pas de chance, c'est que derrière il y a une inflammation, c'est que derrière il y a un déséquilibre hormonal, et il y a probablement de l'émotionnel qui entre en jeu. Donc juste prendre une pilule en disant ça y est, hop, on met le truc sous silence et on n'en parle plus, oui, ça améliore le confort de vie, mais c'est juste mettre une casserole sur l'incendie. Dès que vous enlevez la casserole, ça reflambe. Et le problème, c'est que dessous, ça peut aussi faire le lit d'autres problèmes. Voilà.
Et puis après, une fois qu'on a travaillé sur l'alimentation, en tout cas moi en micronutrition ou nutrithérapie, il y a aussi le moyen de venir travailler avec des plantes qui viennent aider le corps à se rééquilibrer. Là par exemple, en périménopause, moi je sais que je manque beaucoup de progestérone, donc je vais prendre des plantes qui ont un effet un peu progestérone-like, comme l'alchimie en deuxième partie de cycle. Et ça m'aide beaucoup, ça m'évite d'avoir un syndrome prémenstruel et ça permet aussi d'améliorer l'humeur. Donc c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça et c'est vraiment là encore adapté à chaque personne. Hein, j'ai une personne qui m'a demandé aujourd'hui, elle me dit c'est un patient, il me dit j'ai ma copine qui a un trouble prémenstruel, un syndrome prémenstruel, qu'est-ce que vous pouvez lui donner? Il me dit on a trouvé ce complexe sur internet. Je dis oui, ça peut aider, mais le problème c'est que, encore une fois, le syndrome prémenstruel, à quoi c'est lié? Si on ne fait pas des analyses, si on ne fait pas une observation du cycle, on ne sait pas à quoi c'est lié exactement comme déséquilibre. Donc oui, les plantes peuvent aider, ou alors mettre encore plus le bazar si elles ne sont pas bien choisies en fonction de la personne. Et si on ne s'est pas occupé de l'alimentation au début, c'est comme si on essaye de monter un étage à sa maison alors qu'on ne s'est pas encore occupé de faire les fondations. Voilà, ou qu'on ne s'est pas encore assuré d'avoir des fondations suffisamment solides. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis je reste disponible si vous avez des questions. Ciao, ciao!